Bonjour à tous, nous sommes le 7 février en France, à l'heure où j'enregistre, et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Hier, je n'avais pas fait de mise à jour, je le regrette toujours quand je fais pas de mise à jour, j'ai fait autre chose. Il y avait un petit stratégie, puis il y a des choses qui se sont passées, et puis il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées. Bon, on va rattraper ça, puis on va regarder un petit peu les heures d'arrivée, les jours d'arrivée pour le groupe de la 15e à la 19e place, peut-être 20e place, puis regarder un petit peu comment la stratégie va se passer, notamment à l'arrière. Les deux derniers, il y a des choses intéressantes qui ont changé par rapport à la dernière fois, et au niveau de la route, et de ce qui pourrait se passer pour la suite par rapport à leurs écarts. Donc, hier, en fait aujourd'hui pour moi, le 6 février, Romain Attanasio et d'abord Jérémy Beyou sont arrivés au Sable d'Olonne et ont eu un bel accueil. Et puis j'ai pas vu toutes les interviews de ces deux marins-là, mais ça fait 2 mois à étudier pour nous, hein. Moi je suis très content. Et puis, on va regarder ce qui s'est passé ici. Ce qui me semble le plus intéressant, j'avais parlé de cette bataille-là qui a lieu entre ces 4 bateaux qui sont très serrés en classement, hein. Il y a un petit décalage qu'on va parler aujourd'hui. Et avant-hier, Arnaud Boissière était 15e et j'avais parlé que Kojiro Shiraishi avait pris une option nord qui lui permettait d'avoir plus de vent et d'aller un petit peu plus vite, faire plus de distance aussi. Il a un bateau de dernière génération. En fait, c'est le sister ship de Jérémy Beyou, Charal. La seule différence, c'est que le skipper n'a pas la même expérience, et deux, il a passé une semaine à réparer sa grand voile, et sa grand voile est très fatigué quand même, et donc ne permet pas de tirer aussi fort, ça c'est certain. Et donc il se retrouve dans ce groupe-là, mais il a tendance parfois, dans des conditions pas trop mauvaises et de portant et pas trop fortes, d'aller plus vite que des bateaux de plus ancienne génération. Et donc, c'est ce qui s'est passé, et son option nord l'a permis d'aller un peu plus vite et de passer 15e. Ceci dit, on peut voir que c'est au coude à coude, 6-7 000 d'écart, c'est vraiment très peu, et je dirais même 45 000 entre le 15e et le 16 et le 18e. Ils se tiennent vraiment assez proches, et ils peuvent passer l'un l'autre. Le classement est loin d'être terminé. Chose intéressante, c'est que le Kojiro en fait, ces 3 bateaux ici ont pris une option plutôt nord, plus proche du vent fort, tandis que Arnaud Boissière est passé ici, un peu au milieu des Açores, et on va regarder un petit peu dans le grip, qu'est-ce qui va se passer par la suite, et est-ce qu'il y a un avantage a priori pour cette option de Arnaud Boissière versus les autres. Et puis pour la suite, on va voir que les vents vont monter et que ça va peut-être avantager aussi Pip R qui a quand même 145 000 de retard par rapport à la 15e place, Kojiro. Et parce que son bateau aime bien des vents forts quand même, c'est un bateau vraiment taillé pour le sud. C'est quelque chose qu'elle navigue aussi très bien dans ces gros vents. Autre chose qui se passe, on avait parlé depuis longtemps, ça fait peut-être 5 jours, 6 jours qu'on parle du fait que Didac Costa va probablement rater le train de cette dépression-là et se retrouver assez de distancé par rapport aux autres. Et même si le classement annonçait qu'il était devant Pip A, mais qui était juste un effet de classement, eh bien on voit que c'est ça qui se passe en ce moment. Il a une trajectoire quand même très différente des autres et on voit qu'il est très en arrière, et on va confirmer ça dans le routage qui s'en vient. Autre nouvelle qui est arrivée hier, c'était avant-hier pour vous, c'est Isabelle Yoshke qui est repartie après avoir réparé son Veranki, ou ses Veranki, et probablement quelques autres trucs d'ailleurs, et qui est reparti depuis Salvador de Bahia et qui va faire route avec, ils ont prévu, Samantha Davis qui navigue aussi hors course, a prévu l'attendre à ce retour-là. Il y a une île par là, la Fernando de Noronha, probablement qu'elles vont s'attendre par ici. Pour le moment, je dirais que Samantha Davis va plutôt plus vite que Isabelle Yoshke qui fait même pas route directe, donc c'est pas prévu pour s'arrêter. Bon, peut-être que va se ralentir plus tard. Une chose est sûre, c'est chouette de... de toute façon, d'un côté, il faut ramener le bateau, il n'y a pas trop le choix. Et deuxièmement, c'est toujours un peu un défi de finir la course. Je trouve que c'était courageux de sa part. On voit qu'il y a des choix très différents de certains skippers qui décident de faire ramener leur bateau en cargo. Je trouve que, par exemple, si vous regardez Hugo Boss, qui s'est arrêté au Cape Town pour réparer pendant assez longtemps, qui prend un break pour Noël, eh bien, il a fait le convoyage pour retourner en Angleterre, et avec plusieurs personnes, notamment ceux du constructeur, et qui lui permet d'apprendre beaucoup de choses durant la navigation. Je trouve que les marins qui décident de ne pas remonter, à moins qu'ils aient vraiment trop de travaux, perdent un peu cette information-là et l'opportunité d'apprendre plus de leur bateau.
Dans le milieu, en tout cas maintenant, donc 22, 23, 24 places, bon, Manuel Cousin a des problèmes avec sa Veranki aussi, et pour le moment, il est en train de stabiliser son bateau et de mettre un système qui permet de bloquer la quille en milieu, position au milieu, quoi, sans pouvoir la mettre au vent, à ce qui est favorable pour la vitesse du bateau. C'est la même chose un peu que Alan Roura, qui a eu plusieurs problèmes de ses quilles et qui le navigue depuis quand même le Grand Sud, je crois, la fin de la Pacifique, avec une quille bloquée. Donc, a priori, s'il arrive à sécuriser sa quille, il va pouvoir finir sur Vendée Globe sans problème. Et puis, on va regarder un petit peu quand est-ce qu'elle va arriver, Clément Giraud, qui va donc passer probablement devant Manuel Cousin. Voilà, donc on va regarder un petit peu les routages de ceux qui sont un peu en avant. Donc, voici le groupe de 6 bateaux qui sont donc les prochains à arriver et qui vont avoir pas mal de vent dans les jours qui viennent. Ils sont dans une vent portant, pourtant poussés par une dépression assez grosse qui va venir. Ils sont dans une dépression là déjà, mais qui est pas très forte. Ils ont quand même entre 20 et 30 nœuds, annoncés sur les grilles, qui pourraient être un peu plus forts sur place. Donc ils ont des bons vents qui ressemblent un peu à la mer du Sud, vraiment. Il fait peut-être un peu plus chaud quand même. Et lorsqu'on lit la météo, on voit que ils vont se faire rattraper par cette forte dépression là. Ça fait quelques jours qu'on étudie. A priori, le gros du vent va leur passer ailleurs, pour ceux qui sont les 5 premiers. Par contre, pour Didac Costa, je m'attends à ce que sa route qui passe ici, c'est la route un peu bleu foncé là, qui passe vraiment par des vents. Là, c'est annoncé 45 nœuds de vent. Un peu plus tard, je crois que ça se creuse encore et c'est plutôt 50 nœuds de vent, quoi. Sa route passe par 50 nœuds de vent. Je m'attends à ce qu'il passe beaucoup plus sud pour éviter. On voit qu'au sud, ici, il y a un peu moins de vent. Alors, où passer par derrière? Ceci dit, il y en a une autre qui vient par derrière, donc c'est l'hiver, donc c'est pas forcément bien. Je pense que, un peu comme Armel Tripon l'a fait, prendre une route un peu plus sud pour éviter le pire et se rapprocher quand même des côtes pour après prendre un petit trou de souris et remonter et passer le Cap Finistère, ça paraît être le bon plan pour Didac Costa. Si on regarde un petit peu sa trajectoire, il est parti pour une route vraiment très sud, contrairement à mon routage qui lui indique qu'il faut monter vers le nord, c'est la route la plus courte. Donc je vais pas faire une analyse pointue de savoir à quel point il va éviter les pires vents, etc. Ça va dépendre beaucoup de son goût pour le risque et à quel point il est prêt à patienter. Mais il est clair que sa route va être un peu plus longue que ce qui est prévu. Les autres sont vraiment bons, ils ont quelque chose à gagner, ils ont tendance il y a des places à gagner, à se faire pour ceux qui sont pas 15e, disons. Et je m'attends à ce que l'esprit de compétition soit un peu plus fort. Les vents sont assez soutenus par endroits, donc ici c'est pas horrible, il va y avoir ils vont s'en sortir pas trop mal. Sur la fin, voilà, ici, sur la fin ici, on lance plutôt 40 nœuds, ce qui peut changer encore parce que c'est dans quelques temps. On voit aussi que Medallia c'est le dernier bar ici, le dernier isochrone, va être très très proche du bateau devant elle, qui est, je crois, Time for Ocean. Je n'ai pas routé la fabrique, c'est un bateau en plus entre tout ce groupe-là, quoi. C'est pour ça qu'il y a un petit trou entre les bateaux. Mais là ici, il n'y a que 4 bateaux, il y en a 5 en tout. Et pour le final, les conditions vont être encore pas très claires. A priori, dans des vents assez forts, mais portants. Et puis, leur route va peut-être être un peu différente. Je vais montrer un petit peu la stratégie que va peut-être prendre DMG sur la fin. Donc, aux alentours du 9 février, donc dans 3 jours, c'est pas très loin, même moins de 3 jours parce que c'est vraiment dans la nuit du 9 février, ils seront donc au nord du Cap Finistère, en tout cas pour la Micaline, a priori à peu près, et on peut voir que les vents vont être quand même assez soutenus, entre 25 et 35 nœuds de vent. Et ce qui est intéressant toujours, c'est de regarder un petit peu le tunnel, où est-ce qu'on peut placer le bateau sans forcément perdre de temps. D'accord? Donc on peut voir ici que nous avons une belle droite, ici, qui est un petit peu perpendiculaire à la route où est-ce qu'on va à la destination. Alors prendre une option un peu plus sud, c'est un petit peu avantageux quand même, mais on perd pas forcément beaucoup de temps à passer vers le nord. Et si on regarde les gribes de mer annoncées, on peut voir que plus au nord, il y a quand même pas mal moins de mer. Ici, il y a plutôt 3,80 m et ici plutôt 3,50 m. Ça peut jouer quand même pas mal sur la vitesse du bateau réel parce que ma polaire ne tient pas compte de la mer. Et donc, je pense qu'il y a peut-être intérêt à remonter un petit peu plus nord pour ceux qui sont devant. Ceux qui sont derrière, c'est un petit peu plus compliqué. On peut voir que l'isochrone, le tunnel est un peu plus petit. Si on remonte trop au nord, on se retrouve avec un petit peu ralenti. Donc peut-être qu'ils vont devoir se battre dans 4 mètres de mer. Bon, c'est tout à fait possible. C'est pas très agréable, mais c'est tout à fait possible. Et justement, je vais en revenir sur expliquer peut-être mon hypothèse que je vous soumets pour expliquer pourquoi est-ce qu'Arnaud Boissière est passé plus au sud. Je vais pas remonter en arrière, c'est un peu compliqué pour moi, mais on va regarder. Je pense, en tout cas, j'ai une hypothèse. Donc ça, c'est toujours une fois
dans une projection à très court terme, hein, là on est à un jour, même pas un jour, une demi-journée. Donc par rapport à l'heure où je viens, oui c'est ça, 12 heures. Donc a priori leur route est pas mal calibrée sur ce qu'ils vont faire là. Et eh bien on peut voir là, c'est pas les vents qu'on voit, c'est la mer. Donc plus c'est rouge et plus la mer est forte. Et donc on voit qu'ici, par exemple DMG, quoi, Kojiro Shiraishi, devrait avoir une mer plus que 4,50 m, 4,60 m, sachant que c'est la mer moyenne, hein, il peut y avoir des vagues plus fortes, forcément il y a des vagues plus fortes, plus rares, qui ne sont pas mesurées comme ça, enfin on mesure je sais plus quelle est la formule exacte de qu'est-ce que veut dire la hauteur de mer, mais grosso modo c'est ce que vous avez en général. Mais il y a des fois où vous avez des vagues beaucoup plus fortes. Et on peut voir qu'être positionné plus sud, ça permet d'avoir 4 mètres, 4 mètres 10. Ça fait 50 cm de moins en moyenne, et ça fait beaucoup. Et ça pourrait permettre à la Micaline de naviguer plus vite. Et ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, si on regarde récemment, la Micaline, en ce moment, a une meilleure vitesse. Pourtant, il a un peu moins de vent. Et je pense que les 2 nœuds de moins qu'il a sont compensés par une mer moins formée. En plus, en ce moment, il est un petit peu protégé peut-être par ces îles-là. Je ne sais pas à quel point ça joue, mais peut-être que ça joue. Bon, c'est des zones aussi, des fois, comme la mer remonte, le sol remonte, la mer est pire, donc c'est à voir. Mais une chose est sûre, dans la journée qui vient, il va sortir de l'influence de ce plan, de ces fonds-là, de ces hauts fonds des Açores, et devrait naviguer dans des mers plus faibles que Kojiro Shiraishi, avec un vent légèrement plus faible, mais pas beaucoup. Et je me demande à quel point ça va l'aider. Ça va aider Arnaud Boissier à refaire son retard et à naviguer dans des conditions meilleures. Donc c'est mon hypothèse de pourquoi l'option descendre un petit peu plus loin, plus bas, le permettrait peut-être de rattraper le retard qu'il a pris sur Kojiro, qui lui a pris l'avantage parce qu'il est passé plus nord et plus ouest avec un vent plus soutenu à un moment où la mer était plus faible. Il faut savoir que plus dans les jours qui viennent, ils vont avoir une mer plus forte parce qu'en fait, ils vont se retrouver dans la mer formée derrière cette dépression-là qui soulève la mer et donc naviguer dans des conditions de mer meilleures va être favorable. Alors, si on regarde de Compagnie du Lit, je ne sais plus quel est le nom du skipper, je dois vous avouer, on va regarder vite fait. Clément Giraud. Clément Giraud, donc je m'attends à ce qu'il va passer qu'il passe devant Manuel Cousin. Et je sais pour la première fois que je peux le router jusqu'à l'arrivée, qui devrait être annoncé pour lui, quand même c'est encore un peu loin, hein, on va regarder vite fait. Il va arriver environ aux alentours du 14, donc dans 7 jours. Si on regarde par rapport à, par exemple, Kojiro Shiraishi ou la Micaline, ils vont arriver plutôt le 9, donc le 9 en après-midi. Bon, ça peut changer un petit peu, vu qu'ils vont se rencontrer des conditions musclées, ils peuvent décider de ralentir, ils peuvent la grosse mer peut les ralentir beaucoup par rapport à ce que ma polaire dit, mais bon, c'est 3 jours, c'est pas énorme, 3-4 jours. Et par contre, pour ce groupe-ci, c'est plutôt 7 jours, un peu plus de 7 jours. La route n'a pas beaucoup changé par rapport à avant, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est quand même assez stable. Là où des choses peuvent se passer le plus, c'est toujours à cette zone intermédiaire entre les alizés et le train de dépression. Ici, on voit qu'il y a quand même une belle anticyclone qu'il va falloir passer lentement pour ensuite prendre cette dépression par le sud. Ce qui est un petit peu le défi pour Manuel Cousin, qui est situé plus à l'ouest. C'est un avantage quand même pour pouvoir prendre le train de dépression plus tôt, mais qui, s'il attend beaucoup, s'il ralentit beaucoup, s'il prend beaucoup de temps pour réparer sa quille, et il peut louper le train et se retrouver distancé par rapport à ce groupe-là, ce qui est jamais bon pour la sécurité, et puis jamais bon pour la compétition. Puis ensuite, ça va enchaîner. On peut voir que a priori, ils vont être cueillis par une grosse dépression quand même. Pas mal de vent ici. Donc, est-ce qu'ils vont prendre plus sud, incliner comme ça pour remonter à la fin? C'est pas impossible et ce sera à surveiller. Donc là, on retrouve nos deux derniers, TSE For My Planet et Stark, qui sont dans un bon groupe à deux, je dirais, qui se tiennent assez proches. Et puis, il y a 2 jours, j'avais fait le routage, j'avais montré que les routes devaient converger aux alentours d'ici, là où est Isabelle Yoshke. Ça n'est plus le cas. C'est courant dans l'Atlantique Sud, ça change tout le temps la météo. La zone est toujours des vents très changeants encore. Pour Stark, ça n'a pas trop changé, la route est un petit peu plus est encore, donc il va se féliciter d'avoir pris cette option-là. Et on peut voir que les vents sont pas super géniaux et d'ailleurs sont un petit peu plus faibles que ce qui était prévu. Par contre, on peut voir que surtout la zone de vent d'Alizé naissant à cet endroit-là est plutôt vraiment placé plus à l'est et donc pour Alexa Barrier, ce sera un peu plus difficile pour naviguer. Alors c'est d'après les grilles, ça peut être localement assez différent.
Et donc, va permettre à Stark, a priori, à Harry Uzela, de beaucoup refaire son retard. On peut voir que par rapport à où ils sont maintenant, les écarts sont de quelques heures, 5-6 heures, alors que maintenant, là, les écarts sont beaucoup plus importants. Une quinzaine d'heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un bon rattrapage qui va avoir lieu. C'est une bonne nouvelle pour Harry Uzela, évidemment. Ça reste une compétition. Je suis curieux de savoir à quel point ils vont envoyer des nouvelles et savoir s'ils vont se battre l'un contre l'autre. Voilà, ça reste le Vendée Globe, quelque part, une course, quoi. Et même si on est dernier, il faut être passé devant, non? Je pense que ce serait intéressant de suivre. Voilà, bon, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent, bonne mer, et à demain.